Salut tout le monde, bienvenue à cette édition du 12 avril 2018 du rapport Boivin pour couvrir la période du 6 avril au 12 avril et de l'activité, des nouvelles, il y en a eu. Ça a commencé au lendemain de notre enregistrement de la semaine dernière avec une tragédie absolument épouvantable. Remarquez qu'il y en a eu d'autres tragédies. Là, je ne dis pas que c'est la plus grosse tragédie au monde, mais c'est venu nous frapper dans notre imaginaire et probablement parce qu'on est une nation de hockey. Ça s'est passé à Humboldt, ça c'est en Saskatchewan. Je ne vous sortirai pas la carte, googlez puis vous allez trouver où ce que c'est. Et c'est une petite équipe junior qui s'en allait, sont dans les séries éliminatoires. Vous savez c'est quoi, c'est ce qu'on vit présentement à peu près à tous les canaux sur la planète Québec, même si le Canadien et les Sénateurs ne sont pas là. Cette petite équipe de juniors, les Broncos de Humboldt, qui s'en allait jouer un match de série. Et leur autobus est arrivé en collision avec un camion lourd et les images sont absolument épouvantables. On parle en date d'aujourd'hui, donc du 12 avril, on parle de 16 personnes qui sont décédées, allant de joueurs, de jeunes joueurs, à entraîneurs, à gens qui appartiennent à l'équipe, à des physiothérapeutes, enfin bref, un peu de tout. Il y a un mouvement absolument incroyable de solidarité qui s'est soulevé. On a parti un mouvement, il y a une madame de Saskatchewan qui a parti un mouvement GoFundMe, vous le savez, vous êtes souvent sollicité pour ces choses-là. Et je pense qu'au début, elle demandait comme, elle espérait atteindre 100 000, sont rendus au moment où je vous parle à au-dessus de 9 millions de dollars. 9 millions de dollars, faites juste vous imaginer, c'est la plus grosse campagne GoFundMe au Canada, entre autres. On parle autour de 100 000 donateurs qui proviennent de 65 pays, parce qu'évidemment que cette nouvelle a fait le tour de la planète. Ça a été repris en une à bien des endroits. Les témoignages de sympathie sont allés un peu partout. Petite parenthèse que je veux faire par rapport à la campagne de GoFundMe. Quand GoFundMe va envoyer l'argent là où il se doit, parce que c'est leur responsabilité, il y avait une question et j'espère qu'on mettra assez de pression sur GoFundMe pour qu'on prenne les bonnes décisions. Ils étaient à se demander si ils se concentreraient sur les personnes qui ont été tuées et envoyer des dédommagements aux familles des personnes qui ont perdu quelqu'un dans cette tragédie, ou si aussi il y en aurait une partie pour les 13 personnes qui sont toujours vivantes et qui, entre vous et moi, auront d'énormes besoins. Pour certains, sont paralysés pour le restant de leur jour. Il y a eu des morceaux de métal. Enfin, bref, c'était assez pénible comme événement. Pour d'autres, juste le côté psychologique. Les premiers répondants, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ça fait partie de leur métier, les chauffeurs d'autobus, longue distance, les camionneurs. C'est des risques à chaque fois, surtout dans notre climat très nordique. Mais comme quoi, un accident, on sait jamais quand ça peut arriver. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment triste. Mais de voir toute la communauté qui s'est levée en appui, et je ne parle pas juste de la communauté de la Saskatchewan, mais aussi à travers le monde. Cette semaine, il y avait un mouvement où on demandait aux gens de mettre un bâton de hockey à la porte extérieure de la maison ou d'un balcon ou ainsi de suite. Aujourd'hui, alors que je vous parle, on demande à tout le monde, et c'est incroyable de voir le nombre de personnes qui l'ont fait. Moi, si c'était pas parce que c'est du rouge puis que mon réalisateur me tirerait si je mets du rouge parce que c'est pas une couleur qui fit la TV communautaire. Pas pour des raisons politiques, là, avant qu'on reçoive des menaces de toutes sortes ou des critiques de toutes sortes, pour des raisons strictement d'image, mais c'était de porter un jersey de hockey. Je l'ai apporté avec moi parce que vous allez être avec moi tout au long de l'émission. Mes pensées, mes prières pour tous ceux qui vont avoir à se relever d'un moment pas facile comme celui-là. Et je pense que toute la communauté a été frappée par ces images d'horreur. En tout cas, on vous offre nos sympathies et puis on va prendre de vos nouvelles ici et là, c'est bien certain.
Au Québec, on a eu un drame aussi, il n'y a pas si longtemps, c'était le 29 janvier 2017, on s'en rappelle tous, on a eu des images absolument terrifiantes qui provenaient de Québec, de la Grande Mosquée de Québec, alors qu'un illuminé, ou on ne sait pas encore exactement sa motivation, mais Alain Bissonnette a décidé d'aller tirer des gens comme ça à la Grande Mosquée de Québec. Ça fait partie de notre côté tellement sympathique vers l'étranger, j'imagine, pour certains, certaines personnes au Québec qui ont l'air d'avoir bien de la misère à digérer ça et de vivre avec l'autre. Il a plaidé coupable, donc on est rendu à l'étape de la sentence, ce qui veut dire que c'est le juge qui est en train d'entendre le procureur de la Couronne qui va lui faire des recommandations. Je vous ai déjà dit qu'il était passible jusqu'à 150 ans, compte tenu qu'on peut cumuler les sentences au lieu de les vivre concurremment. Suite à des modifications qui avaient été faites par le gouvernement Harper à l'époque. La défense va plaider pour 25 ans, qui est le minimum, si on veut, dans ce type... ce qui devrait être, d'après la défense, le maximum qui soit octroyé sur une peine de sentence à perpétuité, mais avec une possibilité, parce qu'il faut bien comprendre, c'est une sentence à perpétuité. Tu es coupable de meurtre, tu es coupable, tu t'en vas pour à perpétuité. C'est le moment où tu peux être admissible à une libération conditionnelle qui va être en jeu. Est-ce que c'est après 15 ans, 25 ans, 50 ans, 150 ans? C'est ça que le juge aura à déterminer. Il y a eu un débat cette semaine à travers, entre cette histoire de savoir combien de temps M. Bissonnette devrait faire en dedans. C'était la question de savoir s'il était approprié, parce que les médias auraient aimé qu'il soit approprié de montrer les images provenant de certaines vidéos qui ont capté cette horreur, cette tuerie absolument épouvantable. Gros débat à savoir liberté de la presse versus liberté d'expression versus juste des simples règles d'humanisme. Ça, évidemment, c'est pas tout le monde à l'intérieur des médias qui était en faveur de ça. Moi, pour je vois rien, ça rajoute rien au débat que de montrer ces images-là. Ça ne sert qu'à traumatiser encore plus les victimes, celles qui restent, celles qui ont vécu ça, les membres des familles. C'est du voyeurisme à sa plus basse expression. Et comme l'a si bien dit le juge François Huot, qui a refusé l'accès à ces photos-là en cours ou à la diffusion de ces photos-là dans le grand public, comme il dit, c'est une non-diffusion et non pas une non-publication, ce qui veut dire que si un journaliste veut décrire ce qu'il voit, libre à lui ou libre à elle, mais on ne pourra pas prendre l'image comme telle. Alors, je pense que c'est une décision raisonnable et tout le monde devrait relativement bien vivre avec ça. Et parenthèse, pendant que je m'en venais ici à la station, j'entendais un bulletin de nouvelles où on nous disait que Alain Bissonnette, le meurtrier, a subi un malaise, imaginez, pendant que le procureur de la Couronne est en train de décrire les autopsies de ses victimes à lui. Fait qu'imaginez si lui s'est découvert une arme sensible pour quelque chose de dégueulasse qu'il a occasionné lui-même. En tout cas, imaginez le grand public. J'en lui souhaite encore plein de malaise de cette nature. Peut-être qu'il va encore plus comprendre ce qu'il a fait. On va rester un petit peu, c'est pas dans le même registre parce que là, il y a tellement de débats au niveau de la question identitaire au Québec. On dirait qu'on n'en sort juste pas. Il est fortement question, et des médias anglophones qui ont sorti, parce que Thomas Mulcair, qui est présentement le chef du nouveau Parti démocratique, qui ne l'est pas parce que c'est Jagmeet Singh qui le remplace, mais qui est encore député, qui est l'ancien chef et qui est encore député d'Outremont pour le nouveau Parti démocratique, va prendre sa retraite de son rôle de député à quelque temps au mois de juin. D'ailleurs, il s'en va enseigner à une université à Montréal. Ce que ça veut dire, c'est que le gouvernement Trudeau aura, je pense, jusqu'à 6 mois de son départ pour déclarer une date d'élection complémentaire dans cette circonscription. Longtemps libérale, la circonscription d'Outremont, c'est Thomas Mulcair qui l'avait pris des mains des libéraux en 2007, alors qu'il avait décidé de se présenter pour le nouveau Parti démocratique de Jack Layton.
Il a été réélu aux élections générales de 2008, 2011, 2015. Et là, avec son départ, ça ouvre sa circonscription. La question, encore une fois, j'en ai parlé un petit peu brièvement il n'y a pas longtemps, c'est est-ce que le nouveau chef du nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, qui vient de l'Ontario, devrait se présenter dans le comté d'Outremont de façon à pouvoir prendre place à la Chambre des communes, évidemment, s'il gagne. Il y a beaucoup de pour, il y a des contre. Les pour, ceux qui disent oui, 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 il devrait, c'est parce que c'est toujours mieux qu'un chef de parti soit avec ses troupes au Parlement ou à l'Assemblée nationale. Meilleur exemple de quelqu'un qui ne le fait pas, Martine Ouellette du Bloc québécois, qui siège encore à l'Assemblée nationale du Québec, tout en étant chef du Bloc et députée indépendante à l'Assemblée nationale. Et il y en a d'autres qui disent Jagmeet Singh, c'est risqué ce pari de se présenter dans Outremont pour la simple et bonne raison qu'on le sait tous, vous avez vu l'image à l'écran, Jagmeet Singh, c'est un Sikh qui porte le turban, le kirpan, et que ça pourrait peut-être froisser une certaine partie de l'électorat. À tort ou à raison. C'est bien certain que pour plusieurs, ça va être difficile, ça va créer des débats, c'est clair, net et précis. Il y en a qui disaient, ben non, les Québécois sont bien plus grands que ça, sont beaucoup plus accueillants qu'on le pense, mais en même temps qu'on me parle de ça, je vois une jeune demoiselle qui s'appelle, je ne veux pas me tromper dans son nom, Samdos Lamrari, et qui était étudiante en technique policière dans un cégep au Québec et qui porte le voile, le hijab, et qui est très fière de ça, dit que ça ne lui est pas imposé, et ça crée toutes sortes de polémiques. Alors moi, je vous dis, imaginez s'il fallait qu'il perde cette élection complémentaire alors que lui est nouveau chef d'un parti, je vais vous dire, ça nuirait énormément au nouveau Parti démocratique. Je veux bien qu'il rentre au Parlement le plus rapidement possible, mais pas à n'importe quel prix et pas à n'importe quelle place. Alors, de grâce, stratège néo-démocrate, peut-être de bien revoir cette question-là avec votre chef pour voir ce qui pourrait être fait là-dessus. Je veux vous parler de pétrole parce que ça brasse dans l'Ouest. Vous allez me dire, on s'en fout dessus de l'Ouest. Sauf que quand c'était nous, avec Énergie Est, avec TransCanada, et qu'on ne voulait rien savoir à ce niveau-là, vous dire qu'on en a brassé des cages. On était bien content d'avoir l'appui des environnementalistes d'ailleurs. Ben là, la situation est tout autre. C'est Kinder Morgan, une compagnie en Alberta, qui veut travailler un pipeline qui partirait de l'Alberta vers la Colombie-Britannique. Juste vous dire que c'est à couteau tiré présentement entre la Colombie-Britannique, néo-démocrate, gouvernement néo-démocrate, et l'Alberta, aussi gouvernement néo-démocrate. Alors, ça brasse entre frères et sœurs d'une même idéologie, si on veut. Comme la pause s'en vient, je veux quand même vous cerner un petit peu plus parce que c'est extrêmement important et ça pourrait être important pour notre pays dans les décisions à venir. Une pause, on revient. Nous vous présentons le tout nouveau véhicule de tournage de la TVC Basse-Lièvre. Grâce à celui-ci, nous serons partout dans la région pour couvrir les événements d'ici. TVC Basse-Lièvre, propulsé par Desjardins, Caisse du Cœur des Vallées. Oui, je parle français. Un message d'impératif français. Oui à un débat respectueux. Moi, je dis non au racisme et à la francophobie. Vivre en français, un droit fondamental. Travailler en français, un droit à respecter. Moi, je dis non à la francophobie. Un message du mouvement Impératif français. Et
on est de retour. Juste avant la pause, je vous parlais de ce défi qui est entre les mains non seulement du gouvernement de la Colombie-Britannique et du gouvernement de l'Alberta, mais aussi de notre gouvernement canadien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Justin Trudeau, en campagne électorale en 2015, s'est déclaré en faveur de ce projet de Kinder Morgan, qui est d'installer un pipeline qui irait de l'Alberta vers la Colombie-Britannique pour aller vers les ports et le port de l'Ouest et s'en aller vers les pays étrangers pour tripler la production du brut albertain. Évidemment, ça a des levées de boucliers. La Colombie-Britannique, qui a d'énormes rivières, qui a l'océan à côté d'eux autres, qui est très environnementaliste. Si vous pensez qu'au Québec, on est environnementaliste, je vais vous dire, on n'est pas grand-chose à côté de la Colombie-Britannique. Alors, il y a les Premières Nations qui sont contre. Tu as un gouvernement néo-démocrate qui a été élu et qui est minoritaire, qui est appuyé par les Verts, et c'est la seule chose qui les tient au pouvoir au moment où on se parle. Donc, le premier ministre de la Colombie-Britannique qui a dit non, il n'y en est pas question, qui est d'ailleurs devant les tribunaux pour s'objecter à cela, parce que Justin Trudeau dit, bien, ça pourrait être d'intérêt national et on n'a même pas besoin du consentement des provinces pour privilégier ce type de projet. Danger, parce que si on ne se préoccupe pas de ce qui se passe dans l'Ouest, il n'y a rien qui empêcherait le gouvernement fédéral de faire la même chose au Québec. Alors, c'est un beau bourbier. Je ne sais pas comment ils vont sortir de tout ça. Et ça me rappelle, et probablement les personnes plus âgées comme moi qui écoutent, se rappelleront de ce que le père de Justin avait fait, je pense, vers les années début 80, au niveau de l'Alberta et la nationalisation du pétrole. Et je pense que les Albertains n'ont jamais pardonné à Pierre Elliott Trudeau cette position-là qui avait favorisé le Québec et l'Ontario au détriment de l'Ouest, qui s'est longtemps senti abandonné par le gouvernement fédéral. Alors, est-ce que Justin va avoir l'effet inverse? Il va être adoré en Alberta parce qu'il veut favoriser le pétrole albertain, mais au détriment de la Colombie-Britannique et en pilant sur beaucoup de principes constitutionnels. Ça sera certainement à suivre, mais j'aimerais pas être dans ses souliers avec ce défi. Et je pense qu'il veut justement éviter de se faire trop stresser. Alors, il s'en va sur la route, notre ami Justin Trudeau. Lui qui, pendant les vacances, avait été en Inde, a fait un petit peu rire de lui à travers la planète. Tout le monde se croise les doigts en espérant qu'il ait l'air le plus premier ministre que possible, qu'il ait l'air d'un vrai chef d'État. Il s'en va à Lima, à Paris et à Londres. À Lima, au Pérou, pour la simple et bonne raison que c'est le 8e sommet des Amériques. En passant, Donald Trump, lui, a annoncé qu'il ne serait pas présent, prétextant ce qui se passe présentement en Syrie. Je pense qu'il y avait trop peur de se retrouver avec certains comme le Mexique, comme le Canada, alors qu'on est en discussion assez solide par rapport au traité de libre-échange entre nos trois pays, après toutes les niaiseries qu'il a pu dire. Ensuite, il va s'en aller, Justin Trudeau, à Paris pour une première visite officielle. Il avait été au sommet de Paris pour l'histoire sur les changements climatiques, le traité de Paris, mais ce n'était pas une visite officielle de premier ministre qui s'en va rencontrer le président français Macron, mais cette fois-ci, oui. Et je vous le disais, je pense, la semaine passée, qu'il va aussi s'adresser à l'Assemblée nationale, ce qui est un honneur qui lui est réservé par les Français, pour ensuite terminer ce voyage de 10 jours à Londres pour un sommet biennal de tous les chefs d'État au niveau du Commonwealth. Alors, des visites quand même importantes où on va parler beaucoup d'économie du côté de Justin Trudeau. On va voir si ça redore un peu son blason. On sait que le Canada aimerait bien avoir un siège à l'ONU sur le Conseil de sécurité. Fait qu'est-ce qu'il va en profiter pour essayer de mousser un peu la candidature du Canada? Alors, c'est certainement à suivre. Du côté terre-à-terre du Québec, bien, au niveau de la bataille électorale, on sent que ça se resserre. Il y a des sondages. Chaque sondage dit des choses quelque peu différentes. Ça donne un peu de lueur d'espoir au Parti libéral du Québec. Moi, ce que ça me dit, le dernier sondage léger qui a été fait, je pense, pour LCN, pas certaine, je ne veux pas me tromper, mais en tout cas, ce que ça dit, c'est que ça se resserre entre le Parti libéral du Québec et la CAQ, la Coalition Avenir Québec.
La CAQ est toujours en avant. Les francophones votent toujours massivement pour la CAQ et beaucoup moins pour le Parti libéral du Québec. Ce que ça nous dit aussi, ce que ça donne comme information pour ce sondage-là, c'est que le PQ ne semble pas être dans la partie, mais comme pas du tout. Ils ont des problèmes sérieux. Ça nous dit aussi que l'arrivée de Vincent Marissal chez Québec solidaire ne semble pas avoir fait bouger beaucoup les résultats. En fait, pas du tout. Les résultats au profit de Québec solidaire. Ce que ça me dit, encore plus important, c'est que vous, le public, vous laissez influencer par les attaques. Les attaques que le Parti libéral du Québec, parce que la seule justification ou la seule explication pour la baisse dans les sondages de la Coalition Avenir Québec, ce sont les attaques libérales des dernières semaines du premier ministre Couillard à aller à M. Letao, le ministre des Finances, qui a traité les caquistes de racistes avec la question identitaire. Chaque fois qu'on pose une question, que ce soit sur une question de port du voile, qui a le droit, est-ce que les personnes en autorité, moi j'ai toujours dit, une personne en autorité ne devrait avoir aucun signe religieux. C'était le minimum que la commission Bouchard-Taylor avait recommandé pour qu'il y ait qu'on puisse tous vivre ensemble dans cette belle province du Québec. Mais ça a l'air d'être bien compliqué, ça, pour bien du monde, puis ça a l'air qu'on aimerait ça avoir un free-for-all un peu partout. Alors, quand la CAQ s'exprime ou qu'il dit des choses là-dessus, le Parti libéral les traite de racistes et ça fonctionne surtout avec les anglophones et les allophones du Québec qui pensaient peut-être avoir un petit goût de changement, eux autres aussi, comme plusieurs autres Québécois, mais qui ont, à chaque fois que ces attaques-là, ont toujours certaines craintes que ça vienne les mordre dans le visage après, alors ils changent d'idée et retournent au Parti libéral. Moi, ce que ça me dit aussi, c'est qu'on va se garder une petite gêne, on va attendre la campagne électorale et on va voir comment est-ce que ça se déroule. Pendant ce temps-là, à Gatineau, on pensait que c'était tranquille. Oups, il y a un ombudsman. Ça sert à quoi un ombudsman? C'est un peu le protecteur du citoyen de Gatineau. La ville de Gatineau a mis, le conseil de ville a mis sur pied cette organisation extrêmement importante pour ses contribuables. C'est un endroit, des fois, quand on se sent un petit peu démuni, on ne sait plus quoi faire, où aller, on est frustré de la façon qu'on transige du côté de l'appareil municipal, bien, vous pouvez déposer une plainte du côté de l'ombudsman. La ville de Gatineau a fait un choix. Elle aurait pu nommer un ombudsman avec plein pouvoir, que cette personne-là relève du conseil, fasse rapport, etc. Elle a choisi la méthode probablement la plus complexe et simpliste en même temps, c'est-à-dire complexe parce que ça devient difficile pour les personnes qui sont là, dans le bureau de l'ombudsman, qui la plupart sont des bénévoles, de savoir exactement où ils s'en vont avec tout ça. Entre-temps, il y a un moment donné, l'année passée, il y a un rapport qui devait être soumis et la Ville, semble-t-il, le Conseil n'était pas trop content, je vous simplifie ça rapidement, et a décidé de faire enquêter de faire une enquête sur la façon de travailler du bureau de l'Ombudsman de Gatineau. Mais ils ont fait faire cette enquête-là par le bureau, par la vérificatrice générale. Donc, deux organismes qui ont chacun une fonction. Un, de vérifier, la vérificatrice générale, de vérifier comment la Ville dépense nos sous, comment est-ce qu'elle fonctionne, et l'Ombudsman de travailler pour le contribuable, le Gatinois, a fait vérifier un par l'autre. Ça crée toutes sortes de frictions, on n'est pas sorti du bois. C'est une fonction essentielle, à mon point de vue, pour une ville de la grosseur de la ville de Gatineau. Malheureusement, avec tout ce qui s'est dit, avec ce rapport-là, et on entendait certains nous informer que la vérificatrice générale a même donné un contrat pour l'aider dans cette analyse-là à celui qui est maintenant directeur des finances. En tout cas, un beau merdier, mais qui fait en sorte que peu importe la formule qu'ils prendront à la ville de Gatineau pour un ombudsman, que ce soit avec plein pouvoir, que ce soit un ombudsman sérieux, ou que ce soit l'ombudsman qui était aussi très sérieux, mais qui avait les moyens qu'il avait en passant. Il n'y a plus grand monde qui croit dans ça. Ça me fait penser à la technique Trump. Tu dis n'importe quoi, tu fais n'importe quoi, puis après ça, bien, ça dénature tout le travail que d'autres organisations peuvent faire. Et on parle de Trump comme le FBI et autres. En tout cas, ça sera à suivre, c'est pas fini parce que le maire parle de dissoudre
le bureau de l'Ombudsman et de peut-être remettre sur pied un autre service. On verra, mais ils ont tout un fardeau de preuves pour nous démontrer qu'ils sont sérieux dans la démarche. Facebook, ça, on a entendu parler toute la semaine. Mark Zuckerberg, le fondateur, jeune milliardaire, qui est allé devant le Congrès, un comité du Congrès américain pour expliquer ce qui s'était passé avec la fuite ou la transmission de données, d'informations sur leurs usagers à des compagnies à l'extérieur de Facebook. Il a passé 2 jours là. Est-ce qu'il s'en est bien tiré? Moi, je pense que oui. Est-ce que les gens vont avoir une moins bonne idée, une moins bonne impression de Facebook? Je pense que oui. Est-ce que les gens vont sortir de Facebook? Je n'ai pas perdu une seule personne d'amis de mon Facebook. Alors, je ne crois pas que ça ait un effet à long terme. Je crois par contre qu'il y aura certainement des virages. Je ne suis pas certaine que le comité du Congrès savait même de quoi il parlait. Les 3/4 des gens ne savent même pas c'est quoi Facebook, qui posaient des questions. Alors, ça vous donne une bonne idée. Mais je pense qu'il a fait acte de contrition, comme dirait l'autre. Il s'est excusé. Il a aussi fait état du fait qu'il croyait qu'il y avait une responsabilité à Facebook pour le contenu, qu'ils vont entreprendre des moyens à ce niveau-là. Ça sera à suivre. Grosse nouvelle aussi, perquisition chez l'avocat de Donald Trump. C'est immense. Le FBI a obtenu un mandat. Donc, il a fallu qu'ils obtiennent un mandat pour aller chez l'avocat de Donald Trump. Est-ce que c'est pour avoir de l'information sur le président? Je ne suis pas trop certaine de ça. Mais rappelez-vous que lors de l'émission 60 Minutes, l'avocat de Donald Trump a dit que c'était lui qui avait payé l'actrice pornographique Stormy Daniels, le fameux 130 000, et que le président n'est absolument pas au courant de ça. Alors, ça pourrait être une contribution politique illégale. En tout cas, il y a certainement quelque chose à voir là-dessus. Ça reste à voir, mais inutile de dire que Donald Trump était dans tous ses États. Il a l'impression qu'il est la cible. Il a déjà commencé à continuer, je devrais dire, à dénigrer le FBI. C'est certainement à suivre, mais disons que Michael Cohen est un peu dans la merde comme avocat de Donald Trump. Ceux qui aiment Donald s'en foutent parce qu'ils pensent que c'est correct, et ceux qui ne l'aiment pas vont dire « Ah, ça commence, l'étau se resserre ». Et en terminant, quelqu'un qui semblait aimer Donald Trump, mais ça me semble plus l'aimer, Donald Trump, c'est la candidate caquiste de la CAQ, Karen Cliff, qui avait tweeté à un moment donné certaines choses. Par contre, je veux vous dire, attention au grand titre, parce que quand je lisais les tweets de Mme Cliff, jamais dit « j'adore Trump ». Elle en a contre un animateur de CNN et on a présumé que ça voulait dire qu'elle aimait Donald Trump parce que CNN est toujours contre Trump. En tout cas, elle a retiré son compte Twitter. Bonne semaine, Boivin dit plus rien.